Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire pour le lancement de notre guide Crise d'origine cyber, les clés d'une gestion opérationnelle et stratégique. Nous sommes ce matin un peu plus de 700 connectés. Le nombre est encore en train de monter. Vous êtes tous en train de vous connecter. Je vais commencer par me présenter. Je suis Vincent Loriot. Je suis le chef de la division management de la sécurité numérique à l'agence. Et ce matin, on va vous présenter le déroulé de ce webinaire. Tout d'abord, on va commencer par quelques éléments pratiques. Dans l'onglet chat, on vous invite à nous indiquer si vous avez des problèmes de connexion ou d'audio. Pour toutes les questions, on vous invite à utiliser l'onglet questions qui est également présent, de manière à ce que vos questions ne se perdent pas dans le fil du chat. Et on essaiera d'y répondre dans la mesure du temps imparti en fin de ce webinaire. À l'ordre du jour, on va commencer par une introduction d'une vingtaine de minutes. Ensuite, on continuera avec une table ronde dont l'objectif sera d'échanger avec des bénéficiaires qui ont contribué au guide sur comment réussir sa gestion de crise cyber. On continuera ensuite sur une présentation plus détaillée du guide et on finira par cette séquence de questions-réponses. Et pour commencer, pour l'introduction, j'ai le plaisir d'inviter Yves Verhoeven, le sous-directeur de la stratégie à l'ANSSI, et Jean-Paul Bonnet, le président de la commission cyber du Club des directeurs de la sécurité et de la sûreté des entreprises, à prendre la parole successivement. Yves, je te passe le micro. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour. Alors, je vais commencer par quelques petits mots de cadrage un petit peu général, hein, mais très brièvement, pour rappeler que l'ANSSI, c'est l'autorité nationale de cybersécurité et de cyberdéfense, qu'elle est en charge d'accompagner le développement en sécurité du numérique en France. À ce titre, elle accompagne de nombreux bénéficiaires, publics comme privés, dans l'amélioration de leur posture de sécurité numérique. Sur le plan de la gestion de crise, l'accompagnement que fait l'ANSSI peut prendre deux formes. D'une part, un accompagnement en amont pour préparer les entités à mieux anticiper les menaces et mettre en place des dispositifs de gestion de crise efficients. D'autre part, des accompagnements en cas d'incident par le CERTFR dans les cas les plus sérieux, notamment à l'échelle de la nation. Alors, pour capitaliser sur l'expérience opérationnelle que l'ANSSI a capitalisée, donc l'ANSSI publie régulièrement des guides de bonnes pratiques. Et c'est ainsi que la collection gestion de crise cyber vise à adresser les sujets liés à la réponse aux nombreuses crises cyber qui peuvent avoir des impacts dévastateurs pour les organisations qui ne s'y sont pas préparées. La collection est composée de 3 guides. Un guide chapeau, qui est celui que nous présentons aujourd'hui, sur la préparation et la réaction aux crises cyber. L'organisation d'exercices de crise cyber, publié l'année dernière, en 2020, en partenariat avec le Club de la continuité d'activité. Et un 3e guide qui sortira le 9 décembre, cette semaine, dédié à la publication de crise cyber. Le guide que nous présentons aujourd'hui peut être vu comme la publication traitant à la fois des aspects de préparation à la crise et d'accompagnement à la réponse effective. Donc c'est un ouvrage clé de notre point de vue qui doit permettre de partager ces bonnes pratiques au plus grand nombre dans un climat où les crises cyber sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Alors maintenant quelques mots sur la menace, justement préciser ce cadre général. Alors, nous assistons à une forte augmentation de la menace cyber, ce qui conduit à une forte augmentation naturellement du nombre d'attaques et, par conséquent, de victimes. Sur l'année 2020, par exemple, le nombre de crises cyber sur lesquelles le CERTFR est intervenu a augmenté de près de 250%, avec plus de 190 crises suivies. Pour reprendre les mots de notre directeur général, il y a 2 types d'organisations. Celles qui ont déjà été victimes d'une cyberattaque et celles qui ne tarderont pas à l'être. J'espère que c'est motivant. Les organismes publics et les collectivités territoriales sont vulnérables à ce type de menaces. Et ce, bien qu'elles ne soient pas en mesure de payer les rançons, à la fois du fait de l'absence de moyens financiers à hauteur des montants réclamés, mais aussi de la transparence de la dépense publique.
qui ne prévoit pas le cas de paiement de rançon. En 2020, 20% des victimes de rançon logicielle portées à la connaissance de l'ANSSI étaient des collectivités locales. Alors pour autant, toute organisation, qu'elle soit publique ou privée, est dans le viseur des groupes cybercriminels. Les entreprises, naturellement, c'est une évidence, font aussi face à une menace cyber accrue, et ce, de manière indifférenciée par rapport à leur taille. Face à cette menace, l'ensemble des acteurs de l'écosystème doivent monter en compétences et se préparer à répondre à une crise d'origine cyber aujourd'hui, demain. Le guide ambitionne de fournir les clés pour atteindre cet objectif. Alors, en synthèse, bien qu'il soit toujours important de continuer à améliorer le niveau de sécurité numérique de l'organisation, notamment en appliquant les bonnes mesures d'hygiène informatique proposées par l'ANSSI, il est nécessaire de travailler également à la préparation à la gestion de crise. Au-delà de la technique, se préparer à la gestion de crise. Le guide que nous présentons aujourd'hui poursuit cette logique. Il permet à une organisation d'adapter son dispositif de crise en prenant en compte les aspects uniques et spécifiques aux crises cyber. En suivant les recommandations de notre guide, il fournira, ces recommandations fourniront les clés de réflexion pour assurer votre réaction efficace face à une crise d'origine cyber. Par ailleurs, l'application de ces mesures n'est pas suffisante en elle-même. Il faut continuellement les tester et identifier les points faibles du dispositif de crise. C'est seulement à cette condition que le dispositif de crise cyber pourra être considéré comme mature et que l'ensemble des acteurs impliqués dans la crise au sein de vos organisations pourront réagir sereinement pendant une crise cyber. Nous souhaitons aussi insister sur un point important. Pour que la gestion de la crise soit réussie, tout comme le fait que le risque cyber soit appréhendé en toute généralité, le cyber doit sortir de son ghetto. C'est-à-dire que l'ensemble de l'organisation, au sein de l'organisation, tout le monde doit se mobiliser autour du cyber. Il ne faut pas confier la gestion du risque cyber et la gestion des crises cyber aux seuls experts cyber. L'éclairage des équipes IT et cyber va en effet permettre de prendre en compte les bonnes décisions pour assurer la continuité de l'activité pendant la crise, mais les chaînes stratégiques et métiers doivent prendre en main la gestion de l'incident et s'engager pour que la crise se résorbe le plus rapidement et le plus durablement possible. C'est dans cette optique que nous avons collaboré avec le CDSE. Cette collaboration nous a permis d'obtenir une vision complète du sujet de la continuité métier dans un contexte de crise cyber, en allant au-delà de la seule expertise de l'ANSSI, en combinant nos expertises avec celles des membres du CDSE. Par ailleurs, le témoignage de l'organisation dans le guide met en lumière et rend plus vivant, plus concret, la réalité des difficultés rencontrées lors des crises cyber, mais aussi sur certaines bonnes pratiques facilitant la réponse aux crises. Un très grand merci pour leur participation et leur contribution à ces grands témoins qui ont bien voulu contribuer. Le guide Crise d'origine cyber, les clés d'une gestion opérationnelle et stratégique que nous présentons aujourd'hui, est donc un accélérateur majeur pour les organisations souhaitant s'adapter pour les crises d'aujourd'hui et de demain. Il vous donnera les clés pour bien vous préparer à une crise cyber et à acquérir les bons réflexes quand la crise cyber se déclenchera. Ce guide enrichit notre collection gestion de crise cyber, déjà constituée du guide organisé, un exercice de crise cyber sorti l'an dernier. La collection sera très prochainement, comme je le disais tout à l'heure, complétée d'un guide sur la communication de crise cyber qui sera publié dès la fin de semaine. Donc, sur ce, je cède la parole à Jean-Paul Bonnet, directeur sécurité de Safran et président de la commission cyber du CDSE. Bonjour et merci beaucoup Yves pour toute cette introduction. Alors évidemment, toutes les personnes qui sont connectées connaissent parfaitement l'ANSSI, ses missions, mais Yves les a bien rappelées. En revanche, je doute fort que tout le monde connaisse le CDSE, donc je vais commencer quand même par expliquer un peu ce que c'est que le CDSE et donc la raison de notre présence aujourd'hui.
Le CDSE, c'est environ 120 entreprises membres de ce club, des entreprises publiques, privées, des collectivités territoriales. On y retrouve l'essentiel du CAC 40, une bonne partie du FBF 120, et ça représente environ plus de 40 secteurs d'activité. Et c'est une présence mondiale puisqu'il y a des filiales et des entités de ces entreprises dans tous les pays du monde globalement. C'est avant tout un réseau pluridisciplinaire de professionnels puisqu'on retrouve bien entendu des gens en charge de la sécurité et de la sûreté, mais également des risk managers, des RSSI, des responsables continuité d'activité, des responsables de la lutte antifraude et de la lutte contre la contrefaçon, des personnes en charge de tout ce qui est réglementation opérateur d'activités d'importance vitale, du secret défense et de la gestion de crise. C'est le partage de toutes ces expériences au sein de commissions, et notamment d'une commission cybersécurité, mais également d'une commission gestion de crise, continuité d'activité, qui nous permet de compléter l'expérience de l'ANSSI dans tous les sujets de cybersécurité. Tout à l'heure, Yves a dit qu'il fallait que les experts cyber sortent de leur ghetto. Il faut aussi que certains gestionnaires de crise redescendent sur Terre et qu'on trouve un point de convergence entre les experts de la théorie, les experts techniques et les besoins réels et opérationnels stratégiques. Donc le CDSE fait de gros efforts sur tous les sujets de formation. Pour cela, il a passé des partenariats notamment avec le Conservatoire national des arts et métiers, avec l'École nationale supérieure de la police nationale, avec l'EOGN de la gendarmerie nationale, l'IHEDN, l'IHEMI, Dauphine, le centre des métiers et de qualification d'Argenteuil et beaucoup d'autres. Il a également des relations avec de nombreux acteurs institutionnels. Alors, évidemment, en premier, je vais citer l'ANSSI, mais le SGDSN, la DGSI, la DGGN, la préfecture de police, le CIC, le centre de crise du Quai d'Orsay et d'autres. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Il est également membre associé du MEDEF, présent au comité stratégique de la filière des industries de sécurité, représenté au CNAPS. Donc, tous ces éléments font que, au sein du CDSE, on arrive à avoir une vision assez transverse de tous ces sujets, qu'ils soient cyber, gestion de crise, continuité d'activité. Alors, pour notre présence aujourd'hui, moi je considère très sincèrement que c'est un privilège d'avoir été associé par l'ANSSI à la rédaction, à la co-construction de ce guide. Il répond à un besoin très bien identifié d'une convergence entre les opérationnels et ceux qui ont une vision stratégique de l'entreprise, car parmi les guides, et je ne parle pas des documents de très grande qualité de l'ANSSI, mais très souvent dans les guides, on a un aspect très spécifique ou très technique ou très siloté d'un point de vue, ou alors des gens qui sont très génériques, très, je dirais, stratosphériques, mais on a rarement cette convergence entre tous ces besoins. Je considère que ce guide est à minima bilingue, si ce n'est multilingue. Il n'est donc pas unilingue, ce n'est pas un truc d'expert, c'est un truc pour que l'entreprise ou l'entité travaille d'une façon transverse en cas de crise cyber. Et c'est bien ça l'important, c'est-à-dire que l'avantage de ce guide avec ses fiches très opérationnelles, très spécifiques, permet que chacun comprenne les enjeux de l'autre. C'est-à-dire que chacun va s'approprier ses propres fiches, mais surtout, grâce à la présence des fiches concernant les autres, il peut comprendre les objectifs et ce que l'autre a en tête. L'objet de ce guide est très bien cadré. Il précise d'entrée de jeu ce qu'il a pour objet de traiter, mais ce qu'il ne va pas traiter. Et c'est aussi, comme l'a dit tout à l'heure très bien Yves, un complément des autres nombreuses publications de l'ANSSI, notamment le guide des bonnes pratiques, le guide d'hygiène, tout ce qui est sur EBIO-CRM, la maîtrise du risque informatique. Voilà, c'est un excellent complément. Ce guide n'a pas vocation à expliquer comment doit être organisée l'entreprise pour gérer une crise. Il a vocation à expliquer quelles sont les coordinations à mettre en place entre les différents rôles à tenir. C'est complètement décorrélé de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise, pardon. On sait très bien que
lors d'une gestion de crise, on sort des processus et des procédures du quotidien pour entrer dans un nouveau mode de fonctionnement, dans une nouvelle organisation qui est spécifiquement dédiée à cet événement. Alors, je sais qu'il faut employer le mot résilience, sinon on passe à côté, mais au-delà même de la résilience, certains savent très bien qu'on parle tout simplement des fois de la survie de l'entreprise. Face à une crise majeure et notamment cyber, on sait très bien que maintenant, les choses vont tellement vite qu'on peut parler carrément de la survie de l'entreprise. Donc, il faut être préparé, il faut avoir une cohérence de bout en bout. Le continuum de sécurité dont on entend beaucoup parler ne pourra vivre et ne pourra être efficace que si les gens sont préparés, entraînés, exercés. Tout cela, donc, comme l'a dit Yves, même si aujourd'hui c'est le document, enfin le guide chapeau qui sort et qu'il est sorti après l'exercice, enfin le guide sur l'exercice de gestion de crise, c'est pas grave. Tout cela est complètement lié et cohérent. Et moi, je voudrais en conclusion dire juste que ce webinaire a une valeur extraordinaire parce qu'il comporte des témoignages. Et je tiens à remercier, comme Yves l'a fait d'ailleurs, les témoins, parce que je sais qu'il est très, très compliqué, parfois très dur, d'obtenir l'autorisation de témoigner auprès d'une direction générale et d'une direction de communication qui préfèrent dire, bon, écoute, on a eu déjà suffisamment de soucis quand on a géré cet incident, c'est peut-être pas la peine d'en remettre une couche. Or, justement, un webinaire avec des témoignages, c'est ce qui peut vous apporter le plus à vous qui êtes aujourd'hui connectés. Donc, je vais repasser la parole à Vincent, j'ai assez parlé, parce que je pense que maintenant, on va rentrer dans le concret. Vincent. Merci Jean-Paul, merci Yves pour cette introduction. Effectivement, nous allons passer un peu plus dans le concret avec notre table ronde sur comment réussir sa gestion de crise cyber. Nous avons le plaisir de recevoir pour ça Thomas Desgardins, qui est le RSSI du groupe Bouygues Télécom, du groupe Bouygues Construction, filiale du groupe Bouygues, qui est composé de 58 000 personnes réparties sur 60 pays. Cette filiale est spécialisée dans la conception, la réalisation, l'exploitation de projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Nous avons également le plaisir de recevoir ce matin Nasser Amani, directeur des services numériques de l'hôpital Nord-Ouest, donc Villefranche-sur-Saône, et du groupement hospitalier du territoire Rhône-Nord, Beaujolais et Drôme. Le groupement hospitalier se compose de 9 établissements de santé et de 14 EHPAD. Ça représente un peu plus de 3100 lits pour un bassin de population de 334 000 personnes. Et tous ces établissements partagent le même système d'information. Nous aurons également Mathieu Couturier, qui est le chef du bureau appui au management des crises cyber à l'ANSSI. Et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Et nous allons commencer par la première question à l'attention de nos deux bénéficiaires, qui sont les menaces de type cyber, qui sont parfois très difficiles à détecter. Pour autant, les crises qu'elles génèrent ont parfois des impacts qui sont, eux, très visibles. Comment la crise s'est-elle matérialisée dans votre cas? Et nous commencerons par Thomas. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, je suis ravi d'être parmi vous pour échanger. Alors, comment ça s'est matérialisé? Notre attaque a été déclenchée dans la nuit du 29 au 30 janvier 2020. Et en fait, les premières alertes sont remontées de nos collègues situés en Asie. Tout simplement parce qu'ils étaient, eux, réveillés, en train de travailler et se sont aperçus que leurs applications commençaient à ne plus répondre. Les fichiers devenaient illisibles, les serveurs étaient inaccessibles. Et donc, ils ont très vite suspecté une attaque, une infection virale sur leur serveur. D'ailleurs, les premiers éléments que j'ai en ma possession au réveil, c'est suspicion d'infection virale majeure sur toute la plaque Asie. Entre-temps, l'attaque s'est propagée et c'est notre supervision 24/7 située au Maroc qui a perdu la vue. Finalement, ce sont les serveurs de supervision eux-mêmes qui ont été cryptoloqués, ont rendu inopérants. Et à partir de là, les différentes astreintes managériales ont été déclenchées. Et nous avons mis en place certaines mesures de restrictions que je décrirai un peu plus tard. Mais voilà, en termes d'impact, le SI de Bouygues Construction s'est arrêté. Ça représente à peu près 3000 serveurs et des centaines d'applications. Merci. Et de votre côté, Nasser? Bonjour à toutes et tous.
Alors, de l'autre côté, la phase de chiffrement de la cyberattaque, de notre cyberattaque, qui a impacté l'ensemble du groupement hospitalier de territoire, a démarré à la fin d'un week-end, en nuit profonde, puisqu'il était 4h30 dans la nuit du dimanche 14 février au 15 février. Notre système d'information, comme vous l'avez dit, est entièrement partagé entre tous les établissements de l'hôpital Nord-Ouest. Donc, sur l'hôpital Nord-Ouest, c'est 1500 lits, dont des lits de soins critiques, de réanimation, de néonatologie, services d'urgence, pédiatrique et adultes. Donc, l'activité à ce moment-là hospitalière est très dense. Et dans un hôpital en pleine activité, en quelques minutes, le système d'information n'est plus du tout accessible. Donc, plus aucun accès au dossier des patients, plus de partage d'informations, plus de communication possible en interne et vers l'extérieur, puisque la téléphonie IP a également été impactée. Et nous avons une gestion difficile donc, des flux patients qui arrivent aux urgences et notamment concernant l'identitovigilance. Donc, face à la brutalité et l'ampleur de l'impact de cette attaque, nous rentrons dans un temps de sidération. Hein. Alors, il est très court, heureusement. La détection de la phase de chiffrement a été très rapide. Ce sont nos services d'urgence qui ont contacté la crainte 24-24 7-7 pour indiquer que les applications métiers n'étaient plus disponibles. Et donc, nous rentrons donc dans une phase de confinement, puisque nous arrêtons tous les accès externes, nous arrêtons tous les serveurs rapidement, tous les accès aux gestions des sauvegardes, et nous rentrons dans une phase d'état des lieux et de gestion de crise. Vincent, vous avez votre micro coupé. Je me tourne vers Mathieu. L'agence a constaté lors de ses interventions en opération que les difficultés évoquées par nos participants sont largement partagées. Quels étaient les objectifs les plus importants à adresser au travers de ce guide? Merci Vincent. Donc, une crise d'origine cyber, quand on ne s'y est pas préparé, peut avoir des répercussions importantes, pouvant amener à se poser même la question de la survie de l'organisation. Les impacts financiers peuvent être colossaux, tout comme les impacts d'image et même la confiance qu'on peut avoir en l'organisation. Ça a été dit précédemment, mais le travail de défense et de protection est essentiel et primordial. Toutefois, le risque zéro, lui, n'existant pas, nous voulions aider les organisations à ne pas subir la crise, mais à véritablement gérer une crise d'origine cyber, celle-ci survient. Notre objectif principal était de partager les bonnes pratiques et les recommandations utiles à toute organisation, pour d'une part bien se préparer et d'autre part gérer les crises étape par étape en restant le plus pragmatique possible afin de traiter l'ensemble des sujets qui doivent être adressés pour être prêt à face. On n'a pas voulu rentrer toutefois dans tous les détails. Le guide est déjà suffisamment épais comme cela. On s'est posé donc deux questions principales. Comment je m'y prépare ? En partant du postulat que les organisations qui liraient ce guide avaient d'ores et déjà un dispositif en place, même s'il n'était pas complètement adapté aux particularités du cyber. Et comment je mobilise cette préparation quand je dois faire face à une crise d'origine cyber. Nous avons voulu créer un continuum entre ces deux temps. Les crises sont des crises protéiformes, aux multiples facettes et qui mobilisent de nombreux acteurs. Et donc, il me semblait essentiel de fournir un guide qui puisse être simple à prendre en main, modulaire, pour répondre aux différents enjeux de l'organisation. Un point à garder à l'esprit toutefois, une crise ne peut être que d'origine cyber. Les effets de la crise aident et donc ces impacts sont bien au niveau des activités métiers de l'organisation.
Désolé, quelques problèmes techniques de micro. Question suivante. Thomas, l'endiguement des attaquants et la compréhension de l'attaque est une étape sensible dans toutes les crises d'origine cyber. Quels sont les conseils que vous pouvez partager concernant cette phase de la crise? Alors, si on vient sur les phases effectivement de crise, notre DSI groupe a bâti un plan de crise en 3 phases très limpides, hein. La toute première, c'est arrêter la propagation. La deuxième, c'est déclencher les investigations forensiques. Et la troisième, c'est enfin reconstruire par ordre de priorité. Pour la première étape, tout d'abord, les premières décisions que nous avons prises ont été d'abord d'isoler le SI de Bouygues Construction vis-à-vis des partenaires d'Internet pour éviter toute propagation potentielle. Et ensuite, nous avons pris la décision d'arrêter entièrement le SI de Bouygues Construction. Alors, je sais qu'il y a plusieurs philosophies. Certains vont vous dire qu'il faut tout arrêter pour arrêter la propagation. D'autres vous diront qu'il faut tout garder allumé pour pouvoir extraire des informations de la mémoire, peut-être déchiffrer, peut-être récupérer des artefacts. Je ne peux pas vous donner un conseil, chaque situation est unique. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est que dans notre cas, la décision de tout arrêter a été la bonne décision. Au fur et à mesure des investigations forensiques, nous sommes aperçus que le groupe Maze, le groupe d'attaquants qui nous a ciblés, avait arrêté proprement tous les services Exchange sur tous nos serveurs de messagerie, tout simplement pour éviter que les bases mail soient verrouillées en écriture par le service et donc pouvoir les cryptoloquer, je dirais, facilement. Même Microsoft nous a dit n'avoir jamais vu ça. Donc ça nous a permis, l'arrêt du SI nous a permis de sauver quelques dizaines de milliers de boîtes mail. A contrario, elles auraient été cryptoloquées et donc beaucoup plus compliquées pour redémarrer. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut immédiatement appeler des experts forensiques. Dès le matin, le premier appel pour nous a été vers le cyberassureur, le deuxième vers l'agence pour justement avoir un peu d'aide et puis pour communiquer. Et ensuite, j'ai appelé des experts forensiques qui sont arrivés dès le début de l'après-midi. Vous avez besoin de ces experts parce que vous devez reconstruire de façon sûre et sécurisée. Et à ce moment-là, vous ne savez rien. Vous ne savez pas ce qui vous a touché. Il ne faut surtout pas que les attaquants reviennent par les vulnérabilités qu'ils ont utilisées pour s'introduire. Refaire une deuxième vague, attaquer une deuxième fois en pleine reconstruction, ce serait dramatique. Donc, vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé et vous avez besoin de ces inputs du forensique pour orienter les décisions en cellule de crise. Quelles sauvegardes sont saines? Qu'est-ce que je peux restaurer, pas restaurer? Quels comptes ont été compromis? Lesquels je dois complètement remettre à zéro? Donc, si j'ai un conseil, effectivement, c'est appeler immédiatement des experts forensiques là-dessus. Autre conseil, cette cellule forensique, il faut la mettre sous cloche, il faut la protéger. Donc, elle me directement pour que je puisse transmettre ensuite ces trouvailles en cellule de crise. Mais j'avais quelqu'un de Bouygues Construction, un homme de confiance à sa tête, et je lui ai demandé de mettre cette cellule sous cloche. Tout simplement parce que vous allez avoir des gens qui sont curieux, qui vont venir poser des questions, savoir ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, il faut aussi assurer un peu de confidentialité là-dedans, parce que ça peut être au début quelqu'un d'interne, donc il ne faut pas non plus lâcher les informations, ça peut être dévastateur si finalement c'est une attaque externe. Et puis des fois, vous avez des partenaires qui mènent leurs propres investigations en parallèle et qui vont venir demander à vos experts forensiques de mener des extractions pour eux. Donc du coup, les mettre sous cloche et assurer la communication entrante et sortante de cette cellule. Dans notre cas, ce n'est pas forcément habituel. Nous avons fait appel à 2 sociétés expertes en forensique. Alors en toute transparence, la cohabitation n'a pas été naturelle, mais il faut croire que j'ai trouvé les bons mots pour les rassembler. Pour moi, il n'y avait qu'une seule cellule forensique avec chacun des compétences et des expertises qui se complétaient, un seul rapport au final, et tout s'est très bien passé. J'ai même eu vent, il y a très peu de temps, que finalement, ces 2 sociétés continuent à être en discussion et à partager, comme quoi tout le monde est sorti gagnant de ce mode de fonctionnement. Merci Thomas. Faisons maintenant un bond en avant dans la gestion de crise. La reconstruction est également une étape importante pour rendre son SI à nouveau fonctionnel. Nasser, quelles sont vos recommandations pour réussir la reconstruction de son SI de manière maîtrisée? Alors, très clairement, une phase qu'il ne faut pas oublier, c'est que on passe d'abord en mode dégradé. C'est un élément important. On en a parlé tout à l'heure, mais il faut passer en mode dégradé tout d'abord avant de penser à reconstruire et gérer l'activité au quotidien. Donc, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la gestion du mode dégradé. Concernant la reconstruction, nous avons 2 options qui s'offrent à nous. Une première qui est de restaurer le système à partir des sauvegardes qui, bien heureusement, n'ont pas été touchées. Solution qui pouvait en première intention paraître la plus adaptée à la notion d'urgence, puisque l'enjeu est très clair, l'enjeu est de prendre en charge des vies humaines, des patients,
et avec une pression importante de quand est-ce que le système d'information sera à nouveau opérationnel et quand est-ce qu'on aura accès aux prescriptions, à l'ensemble des informations médicales qui vont nous permettre d'assurer la prise en charge des patients. Et puis une deuxième option qui était de se dire, mais quel risque on prend à reconstruire sur ces cendres, en tous les cas à rejouer ce sauvegarde, le risque est fort, notamment de portes dérobées qui pourraient être encore présentes. Et la deuxième option était de reconstruire en parallèle un nouveau système d'information, un nouvel AD, ce qu'on a appelé pendant la gestion de crise le cœur de confiance. Nous savions que cette option était beaucoup plus longue et nous faisait rentrer dans une crise, une indisponibilité du système d'information de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais c'est cette option qui était retenue, avec des doutes, hein, j'avais énormément de doutes, d'inquiétudes, mais sans hésitation, clairement, puisque nous savions que c'était la seule et bonne solution pour être sûr que nous n'ayons pas un retour ou une nouvelle attaque quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Donc, on a construit une architecture en 3 tiers avec une logique de silos. L'objectif était de reconstruire une architecture qui nous permet ensuite de limiter le risque futur en évitant la latéralisation. Donc, après cette reconstruction, on passe dans une phase où on check tous les serveurs, tous les snapshots, toutes les sauvegardes. On a environ 200 applications au cœur du processus de soins. C'est 500 serveurs physiques ou virtuels. Donc, ils sont tous checkés avec nos partenaires qui nous ont accompagnés pendant cette phase de reconstruction pour en vérifier l'intégrité, s'assurer qu'il n'y ait plus de traces de backdoor ou autre dans cette serveur. Et puis, en lien avec la cellule de crise, on a priorisé les serveurs à remonter, les applications à remonter, et on les a progressivement remontés et intégrés à ce cœur de confiance. Ensuite, il a fallu remasteriser les 2800 postes de travail, puisque tous étaient chiffrés. Donc, on est rentré dans une phase d'industrialisation de cette remasterisation. Un élément qui était déterminant a été la gestion des ressources humaines, parce que nous n'étions pas dans un sprint, hein, clairement, nous étions rentrés dans une phase d'un vrai marathon, et nous devions aussi assurer et trouver les organisations pour tenir sur la longueur, le repos des équipes. Voilà, nous étions environ une quarantaine de personnes à travailler à cette reconstruction, et ça, c'est un élément majeur qu'il ne faut pas minimiser, puisque quand on rentre dans une crise de ce type, ce n'est pas une crise de quelques jours, mais une crise très très longue. Merci Nasser. Nous allons continuer avec la question suivante. Une des difficultés majeures régulièrement évoquées concernant la gestion de crise est le maintien d'une articulation efficace entre les niveaux opérationnels et stratégiques. Nasser, comment cette articulation s'est-elle effectuée dans votre cas? Alors, dans les premiers instants, nous avions un modèle gradient qui avait prévu la mise en place rapide d'une cellule de gestion de crise. Donc, la cellule de gestion de crise a été pilotée par notre directeur général et était composée des représentants de toutes les fonctions de l'hôpital, médecins, soignants, cadres administratifs, et elle s'est réunie dans les premiers jours 2 fois environ par jour, en tous les cas les 10 premiers jours, et puis ensuite quotidiennement. Donc les missions de cette cellule de crise étaient de prioriser les actions à mener. Donc tout d'abord la mise en place du plan de continuité d'activité, comment nous assurions la venue des patients aux urgences, est-ce qu'il fallait rediriger les patients dans d'autres établissements périphériques? C'est la décision qu'on a prise dans un premier temps. Que faisons-nous des patients en réanimation? On est entre 2 vagues Covid, on a encore pas mal de patients en réa, des enfants, des nourrissons en néonat, en néonatologie, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On les garde? Est-ce qu'on va pouvoir assurer la continuité des soins ou faut-il les muter? Donc, c'était la mission principale dans un premier temps de cette cellule de crise. Ensuite, il a fallu assurer et mettre en place les décisions du plan de reprise d'activité et de retour à la normale, avec cette notion de priorisation de quels sont les services qu'on rétablit en priorité, quelles sont les applications que nous rétablissons en priorité. Et ce rôle de cette cellule de crise était aussi de faire le lien avec la cellule opérationnelle qui était en charge de la reconstruction. Moi-même, j'étais la personne qui faisait le lien entre les équipes opérationnelles et la cellule de crise.
et je faisais redescendre des informations lorsque nous avions des difficultés, des problématiques techniques, des problématiques de reconstruction, des problématiques et des délais notamment de reconstruction. C'était la principale demande de la cellule de crise, très souvent. Quand est-ce que ça va être établi? Et je n'avais pas toujours la réponse, et c'était assez compliqué. Et puis les décisions stratégiques qui étaient prises par la cellule de crise, que moi, je faisais redescendre à la cellule opérationnelle en disant, voilà, c'est aujourd'hui, en tous les cas, dans cette phase-là, on va prioriser tel et tel service, tel et tel établissement, tel et tel secteur. Et c'était une décision, en tous les cas, une info remontante et descendante qui a bien marché, des communications qui ont bien marché entre les différentes cellules. Et ça nous a permis de conduire tout au long de cette crise d'avoir une cohérence dans cette phase de reconstruction, de retour à la normale progressif. La cellule de crise a aussi géré le lien avec le ministère de la Santé, l'ARS, l'enquête, la présidence de la République, parce que notre cyberattaque a été plutôt médiatisée. C'était voulu, mais c'était médiatisé. Et la cellule de crise a aussi géré le lien avec la presse et les médias. Merci Nasser. Et Thomas, dans votre cas de figure, comment cette articulation s'est réalisée? Tout à fait. Alors, elle a été mise en place également. Alors, je dois dire que j'étais chanceux sur cet aspect. La direction de la cellule de crise est assurée par un binôme, d'une part notre DSI Group et d'autre part notre directrice générale adjointe en charge entre autres des systèmes d'information. Donc, ils se relayaient pour tenir le marathon de la crise. Et au tout début, notre cellule de crise se réunissait toutes les 4 heures. Puis après, le dispositif s'est un peu étalé, toutes les 6, toutes les 12, 24 heures, etc., etc. Et un communiqué d'information était envoyé à l'issue de chaque cellule de crise vers les collaborateurs et vers le comité de management de Bouygues Construction qui réunit les 50 managers du groupe pour faire part de nos avancées ou pas, des futures actions, des futures remontées, applications, etc. Donc du coup, ce que j'ai dit auparavant, c'est que l'expertise, l'investigation forensique est primordiale pour orienter les décisions en cellule de crise, choisir les bonnes sauvegardes à restaurer ou pas, mais ça ne peut pas être le seul élément. Il faut aussi prendre les enjeux métiers, bien entendu. Le but dans cette crise est de redémarrer les activités opérationnelles de l'entreprise, ce qu'a dit Jean-Paul Bonnet en introduction. Si votre entreprise ne redémarre pas, elle meurt, purement et simplement. Donc ça, on l'avait à l'esprit constamment. Il faut redémarrer les services essentiels de l'entreprise. Et comment on trouve ces services essentiels? Je crois que j'ai déjà dit, j'ai été chanceux, c'est que notre DSI Group a été le parrain du comité sécurité du groupe Bouygues pendant plusieurs années. Notre directrice générale adjointe a passé de nombreuses années au sein de la DSI et a même été RSSI de Bouygues Construction. Donc, je dirais, j'ai de la chance. Les deux en face de moi étaient assez réceptifs au sujet cyber et donc étaient capables d'aller discuter avec le PDG, avec le comité exécutif, avec le comité de management pour faire part justement des enjeux cyber, de ce qu'il fallait faire, de la sphère et en retour d'obtenir les priorités pour remonter le système d'information. Notre attaque a eu lieu le 30 janvier, donc fin de mois. La première priorité qui nous a été donnée par notre PDG, c'est payer les collaborateurs. Plusieurs collaborateurs n'avaient pas encore reçu leur paye du mois de janvier. C'était la priorité numéro 1, c'était payer les collaborateurs. La deuxième priorité, c'est justement ne pas arrêter les activités opérationnelles, les activités chantier. Et pour que les activités puissent continuer, il faut pouvoir avoir du matériel et donc il faut pouvoir payer les fournisseurs pour recevoir ce matériel. Donc c'était nos deux premières priorités, payer les collaborateurs, payer les fournisseurs. Et déjà, rien que ça nous a bien occupé les 4 premiers jours. Et ensuite, nous avons travaillé avec le management sur les centaines d'applications, les classifier par ordre de priorité, valider justement par les directeurs opérationnels quels sont les applications indispensables pour redémarrer tel ou tel chantier. Et c'est ainsi qu'on a pu redémarrer par ordre de priorité. Alors souvent, on dit que le RSSI doit ou peut faire ce lien. Moi, j'ai eu cette chance, j'ai pas eu à la faire, c'est ce binôme qui l'a fait. Mais en tout cas, ce lien est indispensable et vital parce que sinon, vous naviguiez complètement à vue dans la reconstruction. Merci Thomas. Mathieu, du coup, quels ont été les outils proposés dans ce guide pour adresser cette dichotomie? Ça a été peut-être le plus grand défi qu'on a adressé à travers ce guide, à l'image d'une gestion de crise d'origine cyber. C'est bien la coordination de ces différents volets, entre la partie opérationnelle, focalisée sur la partie IT et cyber, et le volet plutôt décisionnel stratégique de l'organisation.
Chacun de ces volets ont leurs propres enjeux, leurs propres contraintes. Néanmoins, les comprendre, c'est d'assurer une bonne gestion de crise afin de ne pas la subir, afin d'assurer la bonne coordination entre ces différents volets pour un même objectif commun. On a identifié les principaux enjeux et objectifs qui sont adressés par les équipes donc, opérationnelles, cyber IT et les équipes décisionnelles au sein de leurs cellules de crise respectives. Nous avons pris parti qui est 2 cellules de crise distinctes dans l'organisation. Alors, bien sûr, c'est adapté en fonction de la taille de l'organisation et de la complexité matricielle, d'autant plus pour les grosses organisations, mais bien cette volonté d'avoir 2 cellules de crise distinctes qui vont permettre d'agir sur chacune de leurs volets. Chacun de ces outils, nous avons identifié, nous avons mis des bonnes pratiques, recommandations adaptées à chacun des points de vue de chacune de ces équipes. On a fait le choix de ne pas faire une synthèse de ces recommandations dans les différents points de vue, mais de bien conserver ces 2 points de vue. Et cette approche se répercute sur l'ensemble de notre guide autour de 18 fils pratiques qui vont donc de la préparation à de la réaction. Concrètement, quand vous êtes dans une étape d'investigation numérique que nous ne répéterons jamais assez et qui est une étape cruciale et indispensable pour une bonne crise d'origine cyber, tandis que les équipes opérationnelles, elles vont établir leur stratégie d'investigation, les équipes décisionnelles vont les appuyer en orientant les périmètres qui sont investigués, comme a pu être évoqué par Thomas et Nasser juste avant. Pendant que les équipes vont réaliser les investigations et fournir des analyses intermédiaires aux équipes décisionnelles, les équipes décisionnelles, elles vont se focaliser sur la bonne compréhension de l'attaque plus que sur la recherche du coupable, afin, in fine, de juger du bon équilibre entre répartir vite versus bien repartir. Alors, nombreux des conseils que vous avez trouvés dans le guide sont des évidences, sûrement pour beaucoup d'entre vous, mais en période de crise, on oublie souvent l'essentiel, et bien l'objectif, c'est de réunir tous les conseils pratiques autour d'une même publication. Merci Mathieu. L'enjeu majeur des crises est de s'assurer que les activités métiers continuent à tourner, même de manière dégradée. Nasser, dans votre cas, comment avez-vous assuré cette continuité d'activité? Alors, j'expliquais tout à l'heure que le système d'information était complètement déconnecté, donc inaccessible. Pour autant, les patients sont là, sont présents dans les services critiques, arrivent aux urgences, sont présents dans les différents services de soins, et les équipes soignantes doivent assurer la continuité de la prise en charge des patients en passant en mode dégradé. Donc, ce mode dégradé, nous l'avions déjà travaillé, hein, il existait dans nos procédures. Nous étions prêts pour un mode dégradé de 24 à 48 heures, pas forcément pour un mode dégradé de 7 semaines, mais nous étions prêts. Donc, nous avons appliqué ces procédures en passant en mode papier, donc papier-crayon, sans intériorité dans un premier temps des informations médicales. Et je peux vous assurer qu'il est difficile de repasser au papier quand l'ensemble des process de prise en charge d'un patient sont tous informatisés. Donc, on fait face à une multitude de problèmes très opérationnels. Hein. Où est-ce qu'on trouve du papier? Où est-ce qu'on trouve du crayon? Comment on fait pour imprimer? Comment on classe? Comment on distribue les informations, les dispatchs dans l'ensemble des établissements? Nos délais de prise en charge sont rallongés. On n'a plus de téléphonie dans les premières heures puisque nous avons choisi aussi d'arrêter la téléphonie IP. Donc, on met en place un système de communication sur la base des téléphones portables perso ou pro des principaux cadres des services et du management. On met en place un WhatsApp pour communiquer entre nous. Et ensuite, on met en place cette cellule de crise qui va prendre les premières décisions sur la prise en charge des patients présents, de leurs arrivées aux urgences ou pas, voilà, ce que j'indiquais tout à l'heure sur la prise en charge des patients les plus critiques. Donc là, pour le coup, les procédures dégradées, comme je vous l'ai dit, étaient rédigées, mais il n'était pas du tout prévu pour gérer une crise de plusieurs semaines. Alors, l'image la plus claire pour ceux qui la connaissent et qui connaissaient la gestion des feux de température dans les établissements hospitaliers qui ne font que 5 ou 6 jours. Ces feux-là, personne n'apprend à les utiliser à l'école et les jeunes soignants ne savent pas du tout arrêter un traitement sur ce type de feu de température. Aujourd'hui, on est habitué à travailler dans nos hôpitaux avec des systèmes d'information informatisés et ça a été très, 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 très compliqué à gérer. Voilà. Merci Nasser. La gestion des ressources humaines pendant les crises peut parfois être compliquée.
Thomas, dans votre cas de figure, comment avez-vous adressé ce sujet? En particulier, comment avez-vous géré le support d'expertise à vos équipes? Vaste sujet, tout à fait. Alors déjà, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui sont venus nous aider, nous ont prodigué des conseils ou même envoyé des messages de soutien dans cette expérience traumatisante, ça fait toujours du bien. Je dis ça parce que ce que je vais vous partager là, finalement, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un RSSI, je dirais, malheureusement rompu aux exercices de crise, qui est venu nous partager. Alors, je ne sais pas vu s'il est connecté, s'il est là, il se reconnecterait. Je le remercie chaleureusement d'avoir pris son dimanche après-midi pour venir nous aider. Dans une situation pareille, dans une crise cyber, vos équipes vont être engagées parfois au-delà du raisonnable. Alors vous connaissez, je dirais le dicton, une crise cyber, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Par contre, je peux vous assurer qu'au début, vous allez essayer de courir à la vitesse du sprint. Et donc, vous allez vous épuiser très rapidement, vos équipes vont s'épuiser très rapidement. Et donc, le sujet de la relève, la continuité de l'activité se pose très rapidement. Ce que nous avons fait, nous avons mis en place une cellule ressources. Donc, c'était 5 personnes dédiées à recevoir tous les post-it des opérationnels dans les différentes teams. On s'était organisé en mode agile avec des petites teams, réseau, serveur, data center, forensique. Donc, ils recevaient vraiment les post-it. Je demande à un expert en firewall de telle marque, capable de faire du réseau, etc. Avec le délai qui est souvent dès que possible, bien entendu, dans cette situation-là, on a besoin des ressources très rapidement. Et ces gens-là, en fait, faisaient le boulot d'appeler toutes les ESN de la place jusqu'en Belgique, donc on a ratissé très large, pour trouver ces expertises. Donc ces gens disponibles, ils traitaient ensuite tout l'aspect logistique de ces personnes. Ceux qui connaissent le siège de Bouygues Construction, Challenger, nous avons un poste de garde, donc normalement il y a une application pour déclarer les visiteurs. Quand le SI ne répond plus, il n'y a plus d'application, donc il faut appeler les gardiens, donner les noms et prénoms des personnes qui vont se présenter, de quelle société, parfois la plaque d'immatriculation s'ils doivent faire entrer leur voiture. Il faut gérer l'accueil de ces personnes, le pointage, parce que dans ce cas-là, tous ces experts sont payés à l'heure. Donc, il faut savoir précisément à quelle heure il arrive, à quelle heure il repart, pouvoir gérer la partie contractuelle, la facturation, le paiement. Donc, toute cette partie administrative était gérée par cette cellule ressources. Et au final, l'opérationnel n'avait qu'à se concentrer sur son travail, accueillir ses experts pour assurer un backup, pour avoir d'autres compétences qui nous manquaient et du coup pouvoir travailler continuellement sur le SI et pas faire 36 choses à la fois. Et en plus, notre cellule était plutôt bonne. J'ai un exemple, une recherche d'un expert sauvegarde un vendredi soir à 19h. Le lendemain matin, samedi 8h, il était devant la barrière. Et donc, on a des ressources immédiatement disponibles pour renforcer les équipes, pour les remplacer, les permettre de souffler un peu. L'autre point aussi, ce que je veux partager, c'est au-delà de ces renforts, c'est prendre soin des équipes et penser à la logistique aussi un peu plus globale, aux services généraux. Nous, sur notre premier week-end de crise, nous étions plusieurs centaines, un peu plus de 200 personnes sur site. Alors peut-être que vous, comme nous, nos équipes de nettoyage ne passent que du lundi au vendredi et je peux vous assurer que 200 personnes sur site, ça crée du déchet. Et donc, il faut anticiper et nettoyer les locaux pour rester dans un environnement à peu près sain pour travailler. Autre chose aussi, c'est un marathon. Vous ne pouvez pas vous nourrir de pizza et de sandwich pendant des mois. Donc, nos équipes de restauration sur place se sont mis aussi en mode crise très rapidement et ont pu nous servir des plats chauds le soir pour tenir. Et je me souviens un soir, un velouté potiron, gingembre, noisette avec lui. J'ai pu repartir au combat jusqu'à 2h du matin sans aucun problème. Merci Thomas. Mathieu, comment ces retours ont été intégrés, notamment les retours terrain et l'expérience de l'ANSSI dans les opérations au sein de ce guide? Merci Vincent. En fait, la capitalisation de ces retours d'expérience et même le velouté de Thomas passe à la fois dans les recommandations elles-mêmes que nous avons catégorisées à travers différents objectifs que doivent atteindre les différentes équipes. Nous avons essayé d'être assez englobants pour répondre vraiment à toutes les problématiques rencontrées. Même les problématiques logistiques qui sont générées par une attaque cyber, comme ça a été souligné, la durée de mobilisation des équipes est telle qu'une logistique spécifique doit être mise en place. Nous avons à la fois capitalisé sur les bonnes idées mises en place en urgence durant la crise par nos bénéficiaires et parce que nous avons interviewé, à l'image de ce qui a été évoqué par Thomas Nasser et en particulier la cellule ressources qui permet de créer de la fluidité dans la gestion des événements et des impacts. L'identification aussi des invariants, souvent manquant en cas de crise,
et aussi tous les réflexes qui ont été mis en pratique encore et encore et encore par l'agence à travers les opérations de cyberdéfense. Alors, il n'est pas rare que les organisations n'aient pas une bonne connaissance de leur dépendance au système d'information de défense SI, ou la liste de ses applications métiers prioritaires, les contacts d'urgence pour ses prestataires critiques. Alors, ce ne sont que des exemples de bonnes pratiques qui vont vous permettre d'économiser de précieuses heures au début d'une crise. Et même si c'est un marathon, souvent les précieuses heures vont vous permettre de savoir pendant combien de temps ce marathon va durer. Toutefois, on a conscience que chaque crise est unique et que le guide doit être utilisé comme une aide pour les organisations. Nous avons aussi de trouver le bon équilibre sur le niveau de détail donné, mais nous allons nous faire des concessions pour aller vraiment à l'essentiel. On a déjà 80 pages et c'est déjà vraiment beaucoup. Également, vous trouverez sur de nombreuses fiches pratiques les citations des interviews que nous avons fait avec les organisations dont celle présente aujourd'hui, afin d'apporter des compléments aux recommandations ou alors renforcer des points qui nous semblaient essentiels dans une bonne gestion de crise d'origine cyber. Merci Mathieu. Nous allons maintenant aborder la dernière question de cette table ronde. Les crises sont aussi des opportunités pour apprendre et améliorer les processus existants. Thomas, quels sont vos retours d'expérience sur les crises que vous avez vécues, que vous pourriez partager avec notre auditoire? Alors, bien sûr que nous nous sommes améliorés, nous n'avions pas le choix. Hein. Beaucoup d'humilité de ma part. Nous avons été victimes d'une attaque dont nous avions une ou des vulnérabilités. Il fallait, quoi qu'il en soit, les corriger. Alors déjà, d'un point de vue processus et préparation à crise, je pense que nous sommes désormais un peu mieux armés pour faire face à, j'espère, dans très longtemps, une future crise cyber. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment se préparer à pas essayer de planifier toutes les attaques, par où ils vont passer. Vous n'y arriverez pas. Vous avez planifié une attaque par la gauche, ils viendront par la droite, par la fenêtre, par la porte. J'aime beaucoup cette citation d'Eisenhower qui dit dans la préparation à bataille, j'ai toujours constaté que les plans sont inutiles, mais la planification est indispensable. Et c'est vraiment ça le mot d'ordre. Vous ne pouvez pas planifier tout ce qui va arriver, mais par contre, planifier, préparer votre réponse à la gestion de crise. D'un point de vue organisation, j'ai plein d'exemples concrets aussi sur ce sujet-là. Typiquement, quand le SI ne répond plus, vous n'avez plus d'annuaire d'entreprise. Je me souviens de la première cellule de crise où on devait appeler Monsieur Tartampion. Et là, on s'est tous regardés, espérant avoir son numéro de téléphone dans un des téléphones présents de la salle. Vous n'avez pas d'annuaire. Donc, gardez une sauvegarde de votre annuaire à peu près à jour à l'extérieur, de façon sécurisée, protégée. Parce que quand vous n'avez plus de SI, vous n'avez plus d'annuaire téléphonique, plus rien ne répond. Après, sur les moyens de communication, il faut l'anticiper. Je ne l'ai pas anticipé, donc on a appris sur le terrain et dans les messageries instantanées, vous pouvez imaginer que des messageries instantanées grand public fleurissent. Si vous ne l'avez pas anticipé, si vous n'avez pas dit sur quelle messagerie aller, bah, vous pouvez imaginer laquelle est publicitée majoritairement par les utilisateurs parce qu'ils l'utilisent dans leur sphère personnelle. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une messagerie pas forcément sécurisée pour ça. Soyez-en sûrs, une fois que c'est en place, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas dire au bout de 12, 24, 48 heures, on arrête sur cette messagerie, maintenant on va basculer sur une autre. Tout le monde est dessus, tout est lancé. Il est trop tard. Il faut en amont choisir la bonne messagerie. Alors effectivement, je dirais pour des communications lambda, les gens prennent des nouvelles des uns des autres, comment ça va, où est-ce que tu en es. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout cloisonner, donc pourquoi pas. Par contre, pour la cellule de crise, pour les échanges avec le management, anticipez et choisissez une messagerie instantanée sécurisée. Et paramétrez-la en avance. Ce n'est pas le jour J au début de la crise où vous allez aider vos VIP à se créer un compte et à se mettre en relation. Il est déjà trop tard, il faut le faire en amont. Même chose sur les mails. Notre messagerie a été arrêtée pendant une quinzaine de jours, donc il n'y a plus d'échange de mails avec l'extérieur, avec nos partenaires. Donc qu'est-ce que je dis aux partenaires ? Anticipez quel type de messagerie vous avez conseillé à vos utilisateurs de prendre. Est-ce que c'est un Gmail? Est-ce que c'est un laposte.net? Est-ce que c'est un ProtonMail? Selon les différents niveaux de communication, pour dire à toutes vos parties prenantes extérieures, oui, ma messagerie est par terre. Par contre, tout le monde vient avec un thomas.desgardins.buitconstruction@laposte.net. C'est normal, c'est la messagerie que je vais utiliser en attendant que. Ça permet aussi de rassurer tout votre écosystème en vous disant, bon, on prend des moyens, je dirais, alternatifs, dégradés pour continuer à communiquer. Un dernier point aussi, en tant qu'RSSI, bah, il faut accepter de dire, oui, là, aujourd'hui, tout le monde, je vous enjoins à utiliser votre téléphone portable comme modem 4G pour accéder à Internet. Le Wi-Fi hors service, le réseau interne est par terre, il n'y a plus d'Internet. Si vous voulez communiquer, bah, vous utilisez votre téléphone perso et puis on y va, quoi. Après,
Sur les sécurisations du SI, effectivement, nous avons lancé aussi beaucoup de projets. Avant l'attaque, nous avions déjà du tiering sur notre Active Directory, séparation 0, 1, 2. Nous avons été encore plus drastiques là-dessus, nous avons encore plus segmenté cette stratégie d'administration pour qu'en cas de compromission d'un compte, nous ayons un impact encore le plus faible possible. Autre point, sur les flux firewall, on a fait table rase de toutes les tables de flux dans le firewall du groupe. Donc, ça a été un boulot titanesque pour tout reconstruire de A à Z avec les équipes réseau, l'équipe cyber qui validait chaque flux, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'a pu faire le hacker, est-ce qu'il s'est créé des liens, comment les serveurs ont pu communiquer avec les commandes and control de l'attaquant. Donc, il fallait repartir de zéro propre et maîtriser toutes les communications. L'avantage, maintenant, on a des bases de règles firewall propres, auditables, assez rapidement. Un autre sujet, un autre point qu'on a aussi mis en place, c'est l'authentification multifacteur. Alors, ce que je dis souvent, c'est que c'est un dossier qui a été décidé en 3 secondes en cellule de crise, qui a été paramétré en 3 jours à peu près sur notre infrastructure et déployé en 3 semaines sur les 26 000 collaborateurs ayant accès au système d'information régulièrement, qui n'ont pas en plus tous un téléphone professionnel, et ça juste avant le premier confinement. Heureusement dans ce sens-là, dans l'autre sens, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Enfin, l'autre point qu'on a drastiquement augmenté, c'est nos capacités de détection. De façon tactique, nous avons fait appel à plusieurs partenaires experts pour qu'ils surveillent en 24/7 nos consoles, remontent les alertes et déclenchent des astreintes en interne au cas où. Le temps de construire un SOC digne de ce nom avec un industriel de la cybersécurité connu et reconnu. Et à l'heure actuelle où je vous parle, la construction se termine. Nous allons bientôt passer en mode récurrent. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont été augmentées, améliorées, tant d'un point de vue processus que d'un point de vue solution technique. Je pourrais encore parler très longuement, mais je laisse la parole à Nasser. Merci Thomas. Du coup, Nasser, à vous de partager vos retours. Je ne reviendrai pas sur les éléments techniques que Thomas a très bien décrit sur ce qu'on a retenu comme principaux enseignements, sur tous les éléments techniques qu'on a pu mettre en place post-crise. Moi, le principal enseignement et le principal message que je voudrais faire passer, c'est que en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et on a beau travailler pendant des mois sur des projets de sécurisation de notre système d'information. Nous avions largement investi depuis des années. Nous avons travaillé au travers de différents programmes lancés par le ministère de la Santé pour sécuriser les établissements de santé. Donc, nous avons mis un certain nombre de choses en place. Nous faisions régulièrement des campagnes d'information auprès des usagers du système d'information. Et malgré tout, malgré cela, et en toute humilité, pour le coup, je vais employer le même terme que Thomas, ben, on a été attaqué et on se dit, mince, comment c'est possible, quoi? Pourquoi ça nous arrive aussi à nous? On pensait qu'on n'était pas si mauvais et en fait, on est victime d'une cyberattaque d'ampleur. Donc, on gère pour le coup la communication parce qu'on prend le risque de communiquer sur la crise. On aurait très bien pu ne rien dire. Ça aurait été difficile, hein, puisqu'on a un établissement hospitalier, mais alors, ça arrive une semaine après un autre centre hospitalier, qui est le centre hospitalier de Dax. On se dit, mince, il faut qu'on communique, quoi. Il y en a assez, il faut s'indigner, il faut expliquer que c'est criminel, que non, les établissements hospitaliers ne sont pas que du gruyère, c'est faux, on a investi depuis des années. Et on prend le parti de communiquer auprès des médias, auprès de la presse, pour indiquer ce qui nous arrive, et puis, au regard du grand public, expliquer que eh ben, ça peut arriver dans un établissement hospitalier, et non pas parce qu'on n'est pas sécurisé, parce que le risque cyber existe, et qu'aujourd'hui, à part le limiter, malheureusement, j'espère que ça ne nous arrivera plus, mais en tous les cas d'une façon plus limitée, ça peut arriver. Donc, il est aussi difficile dans cette communication d'expliquer aux équipes que le retour à la normale est long. Ce qui est en jeu dans un établissement hospitalier, c'est la sécurité des soins, avec parfois un risque vital. Et il faut faire comprendre et faire accepter qu'on prend du temps à reconstruire pour gagner du temps ensuite sur la gestion de notre sécurité. Et ça, ce n'est pas tous les jours simple, hein. Dans les premiers jours, tout va bien. Il y a une capacité collective à comprendre pour tous les utilisateurs, hein, qu'ils soient médecins, soignants, que ça prend du temps et qu'il faut attendre avant d'avoir à nouveau un système d'information personnelle. Mais plus le temps passe, plus la patience diminue et on doit faire face
à la pression des usagers. Alors, quand est-ce que ça va être établi? Dépêchez-vous, on a des malades, nous, vous faites quoi? Enfin, c'est assez compliqué, hein, malgré tout. Et ça, il faut arriver à faire tampon et à gérer et à pas faire passer ce message de stress auprès des personnes en charge de la reconstruction. Donc, c'est revenir aussi sur ce qu'on a mis en place entre la cellule de crise et la gestion opérationnelle. C'est mettre dans une bulle les équipes qui sont en phase de reconstruction pour éviter qu'ils soient sursollicités par tous les utilisateurs qui, n'a pas son canal portable parce qu'il a besoin d'un portable pour imprimer. Voilà, enfin, toute cette notion de gestion de la com, mise en bulle des équipes SI et faire tenir dans le temps les équipes pour que, enfin, les soignants, bon, ça va arriver, mais il faut prendre le temps. Et aujourd'hui, désormais, et depuis cette crise, nous avons travaillé à limiter les risques, hein, et en tant qu'opérateur des services essentiels, à mettre en place une politique de, alors j'allais dire une vraie, mais c'est presque ça, hein, je le dis en toute humilité, une vraie politique de management de la sécurité, et qui passe aujourd'hui par une amélioration continue de notre sécurité. Chose que, avant la crise, nous ne faisions pas totalement. La gestion de la sécurité, c'était une thématique forte, mais elle ne faisait pas partie du quotidien de nos échanges, de nos problématiques au sein des équipes IT, entre autres, et pas que les équipes IT, parce que c'est de l'humain au sens large. La sécurité doit être la problématique de tous les utilisateurs du IT, et c'est vraisemblablement et réellement ce qui a changé depuis, et le principal enseignement qu'on peut en tirer après cette crise. Merci Nasser. Nous allons maintenant conclure cette table ronde avec ce dernier point sur comment le guide peut être utilisé par les organisations qui souhaitent progresser dans leur gestion de crise. Mathieu. Alors, merci Vincent. Déjà, il peut être utilisé comme livre de chevet parce que il peut servir comme bible pour vous aider à préparer votre gestion de crise. Plus sérieusement, ce guide s'applique quand même sur une hypothèse assez majeure que l'organisation qui lit ce guide s'est préalablement dotée d'un dispositif global de maîtrise du risque numérique qui lui permet d'avoir un premier socle de sécurité et qui est adapté au risque cyber. Ça, c'est quelque chose d'important. On admet ici également qu'il existe au sein de l'organisation un dispositif global de gestion de crise et tous les outils qui sont dédiés à la gestion des impacts. Partant de ce postulat, le guide peut être utilisé pour toute organisation qui souhaite adapter leur dispositif existant aux spécificités d'une crise cyber et de développer les bonnes pratiques et postures pour y faire face. Adapter sa gouvernance de crise avec une cellule de crise cyber, adapter son plan de continuité d'activité et de reprise d'activité afin qu'il réponde aux particularités des risques cyber, mettre en place les bonnes capacités d'investigation, mettre en place les bonnes capacités de remédiation ou de reconstruction. Également, toutes nos recommandations, qu'elles soient sur le volet opérationnel ou stratégique, sont positionnées sur les différentes étapes d'une gestion de crise. Sans être un outil de mesure de la maturité, les organisations nos recommandations doivent permettre à toute organisation de vérifier si elles sont à même de faire face à une cyberattaque. Il peut aussi permettre aux organisations à mettre en place de la cohérence entre les travaux qui sont menés sur les menaces cyber, la threat intel, les vulnérabilités, la gestion des risques cyber, avec la gestion de crise et la continuité cyber, afin de mettre en place un dispositif cohérent dans son organisation. Vous ne pouvez pas vous prémunir contre tout, ce n'est pas l'objectif du guide. Par contre, vous devez vous assurer de mettre en place les bonnes capacités opérationnelles en face de vos besoins. Et au-delà de l'efficience du dispositif, ça permettra aussi de mettre les bons investissements au bon endroit. Alors, malheureusement, il n'y aura pas de recette magique et pour être efficace, il faut se préparer. Le guide répondra pas à toutes les questions, sera surtout peut-être pas adapté à toutes les tailles d'organisation, à tous les types d'activités. Toutefois, il pourra servir de ligne directrice pour mettre en place les bonnes briques pour faire face à une cyberattaque. Et pour finir, le guide fait le lien avec les différents guides de l'agence qui peuvent être utilisés pour aider à construire les prérequis à un dispositif efficient.
En particularité, le guide d'hygiène informatique et le guide maîtrise du risque numérique constituent des références incontournables en préparation. Et également les autres guides de notre collection, que sont l'organisation d'un exercice de crise cyber et sur la communication de crise, qui serviront aussi d'incontournables pour vous aider à vous préparer à faire face à une crise de cette nature. Merci Mathieu et merci à tous les trois pour ces partages très riches et très éclairants. Nous allons maintenant passer à la présentation plus détaillée du guide. Et pour cela, nous allons laisser la parole à Célia Novak, qui est chargée de mission appui au management des crises cyber. Célia. Merci Vincent, j'espère que vous m'entendez tous bien. Du coup, voilà, je vais prendre ces dernières minutes pour vous présenter un peu plus complètement le guide, donc, qui sera bientôt disponible aussi en format donc, papier et qui est pour l'instant disponible sur le site de l'ANSSI. Pour commencer, voilà, vous l'avez vu, hein, ce guide, c'est un guide qui est assez synthétique et non exhaustif qui va nous permettre donc finalement de prendre en main la gestion de crise, que ce soit au niveau de la préparation, mais également au niveau de la réaction, pour réagir notamment avec moins de stress. Et on a voulu donc qu'il soit quand même relativement court, 80 pages c'est déjà beaucoup, mais voilà, on aurait pu faire beaucoup plus, avec 2 parties, des fiches, donc voilà, des fils couleurs, etc. Vous pouvez le voir. Quelque chose qui est assez finalement léger en termes de lecture, des schémas, des témoignages, des annexes, un glossaire, pour que voilà, il soit vraiment pratique pour vous, pour que vous puissiez en bénéficier de manière assez simple. Donc, rapidement, je vais un peu revenir sur la façon dont il a été construit par les équipes, que ce soit donc voilà, tous les experts de l'ANSSI, les bénéficiaires donc, qui ont témoigné dans ce guide, également le CTSE, et je tiens encore donc, du coup à remercier tous les participants à l'écriture et à la réalisation de ce guide, parce que ça a été vraiment un très beau travail de groupe. Et donc, pour commencer, voilà, bien entendu, dans un guide, il y a une introduction. Et cette introduction, comme vous l'avez pu peut-être le voir, ça permet déjà de recontextualiser. Pourquoi, du coup, qu'est-ce qu'une crise d'origine cyber? Pourquoi aujourd'hui, voilà, la cybersécurité, en tout cas, représente un enjeu pour les organisations et en quoi il y a des menaces également cyber qui peuvent les impacter. Ça revient également sur le fait que voilà, le public qui est visé est un public qui a déjà voilà, un dispositif de crise général qui a été établi et qu'ici, on veut adapter ce dispositif général aux spécificités donc, cyber. Il y a également donc, des conseils d'utilisation qui sont présentés dans l'introduction sur voilà, finalement comment les fiches se formalisent, comment il faut les lire. Et donc voilà, c'est à peu près ces premières pages d'introduction qui peuvent vous orienter pour que voilà, ce guide soit bien pris en main et à la fois, comme on l'a dit pendant tout ce webinaire, par les équipes donc, de gestion de crise un peu plus stratégiques et les équipes aussi plus techniques qui vont vraiment remédier des côtés techniques à la gestion de la crise cyber. Après, je vais vous proposer donc en présentation de ce guide des focus. Et bien entendu, mon premier focus se tourne vers donc, nos fiches donc, réflexes, donc, qui sont composées, donc, au total, il y a 18 fiches et elles sont donc composées dans 2 parties bien distinctes. D'abord, bien entendu, la préparation et ensuite la réaction. Donc, 18 fiches, je vais pas voilà, les présenter au fur et à mesure. Je vais plutôt faire des choix ici dans cette présentation. Mais il faut savoir qu'elles voilà, elles sont assez pratico-pratiques. Ça va en fait vous permettre, bien entendu, de gagner du temps et du confort dans une situation, comme on le sait, comme on l'a vu, qui est assez stressante. Et donc, pour cette première partie, donc la préparation, l'enjeu est bien entendu ici donc pouvoir avoir les bons réflexes en cas de déclenchement d'un incident et pouvoir à tête reposée, voilà, faire un listing de qu'est-ce qu'on a besoin en temps de crise. Donc, par exemple, la première fiche qui est la fiche qui s'intitule « Connaître et maîtriser ces systèmes d'information ». Dans cette dernière fiche, donc première fiche, pardon, on vous explique un peu comment, en tout cas, l'intérêt et l'enjeu de cartographier, par exemple, vos applications métiers et la façon dont elles sont reliées au système d'information pour savoir, finalement, en temps de crise, par exemple, si j'ai un système qui tombe, quelles sont les applications de métier dont j'ai besoin qui vont, par exemple, disparaître? Ça, par exemple, ça va vous permettre de gagner du temps et ça va vous permettre effectivement également de prioriser aussi vos premières actions. Donc ça, c'est une des premières fiches qui est proposée. Également, la deuxième est celle qui se concentre d'abord plutôt sur les PCA, PRA, les fameux donc, plans de continuité et de reprise d'activité. Donc ici, on vous propose de l'adapter aux spécificités du cyber puisque
effectivement aussi, par exemple, lorsque vous avez un blackout numérique, plus du tout, par exemple, accès à vos systèmes d'information, il va falloir continuer à conduire donc son activité et le PCA et le PRA, en cela, s'ils sont adaptés, ça va vous permettre, voilà, encore une fois, de gagner du temps et puis dérouler un peu plus facilement cette gestion d'incidents. Également, si vous n'avez plus d'outils donc de crise, il vous faut également penser à la résilience de ces outils. Donc, pourquoi pas voilà, passer par d'autres messageries, des pigeons voyageurs ou en tout cas un outil qui vous permet de communiquer avec vos équipes pour continuer à leader ce dispositif de crise. Également, une autre fiche qui est intéressante, par exemple, c'est la fiche 5. Par exemple, Thomas tout à l'heure revenait dessus, c'est le fait de s'entourer sur des bons experts. Parce que voilà, la gestion de crise, ça ne se fait pas tout seul. Et il va falloir s'entourer donc de personnes qui ont une bonne connaissance, donc finalement des moyens dont on gère cet incident. Et par exemple, on peut vous donner, donc on vous donne un conseil sur le fait de penser à contractualiser avec certains experts, ou en tout cas, au moins avoir une liste de personnes qu'on peut appeler voilà, le temps en temps chaud, je dirais, encore une fois, pour gagner du temps et avoir un certain confort dans leur gestion de l'incident. Donc, voilà pour cette première partie. Donc, c'est 7 fiches qui sont assez générales et du coup, qui vont vous permettre de bien vous préparer. Concernant donc la partie 2, pour la réaction à la crise, donc, on vous propose également des fiches. Ici, il y en a donc 11. Sous 4 axes, donc, qui sont les 4 phases de la gestion de crise que nous, on a définies, à la fois pour le volet stratégique et à la fois pour le volet opérationnel. Donc, la première phase est plutôt, se focalise plutôt sur l'alerte, la mobilisation et l'endiguement, les premières phases d'endiguement donc de l'attaque. La seconde phase, c'est plutôt donc, un focus sur le maintien donc, de la confiance auprès des partenaires et également, bien entendu, le maintien de l'activité. Et la compréhension de l'attaque. Pourquoi, comment cette attaque s'est passée et donc comment on va pouvoir y remédier. La troisième phase, c'est plutôt un focus donc ici sur la relance des activités à métier et la façon dont on peut durcir les systèmes d'information. Et enfin, la quatrième phase, c'est une phase qui vraiment ici se concentre sur les leçons de la crise. Parce que voilà, une crise, ça peut être aussi vu comme quelque chose de négatif, mais on en tire toujours des conclusions, et il faut savoir capitaliser également dessus. Et donc, c'est ce qu'on vous propose également dans cette dernière phase du guide. Donc, rapidement, je vais également vous présenter quelques fiches. Encore une fois, donc, je ne reviendrai pas sur toutes puisqu'il y en a quand même beaucoup. Et je vous invite donc à aller lire notre guide. Donc, par exemple, dans la fiche 10, on a choisi de se focaliser sur le soutien des équipes. Et comme, par exemple, donc, nos témoins l'ont expliqué, c'est quelque chose qui est important de pouvoir continuer sur la durée, puisque la crise, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, sur lequel on insiste. Et il faut donc soutenir ces équipes, penser au support de l'ensemble des métiers, également notamment la communication ou le juridique qui ont des aspects importants dans la gestion de crise. On peut pourquoi pas penser à créer des sortes de task force qui sont assez spécifiques sur certains sujets, qui vont voilà, mettre en commun leurs connaissances, leurs compétences pour réfléchir à des points clés. Et puis, bien entendu, apporter un support RH et logistique, ce qui est essentiel, puisque on l'a vu, finalement, toute l'activité est un peu, désorganisée. Et il faut aussi penser voilà, à la fois à soutenir ces équipes qui continuent à travailler, mais aussi les équipes qui vont agir sur la crise. Et c'est quelque chose de très important pour voilà, bien réussir sa gestion de crise. Une autre fiche également qui peut être intéressante à lire pour vous, c'est la fiche 14 qui se concentre plutôt sur la façon dont on va continuer à travailler en mode dégradé. Pourquoi pas choisir des solutions pour revenir au papier ou pourquoi pas choisir des prestataires qui vont vous mettre à disposition des outils pour un temps ou alors passer par le cloud souverain. Ça peut être des choses qu'on peut mettre en place. Et il faut en tout cas réfléchir à ces solutions de contournement. Quel est aussi le bénéfice coût-risque? Il faut y penser. Et également toujours rester dans une logique de sécurité, puisque voilà, on est aussi dans une période où la sécurité des systèmes est quand même remise en question. Et il faut essayer de prendre les meilleures solutions pour aussi assurer toujours cette sécurité. Une autre fiche qui peut être intéressante, c'est la fiche qui se focalise sur le durcissement et la remédiation.
et si quelle priorité on va avoir pour reprendre le contrôle de ces systèmes lorsqu'on a commencé à finalement remédier. Comment on va éviter également de nouvelles compromissions, puisqu'on le voit aujourd'hui quand une entreprise, une organisation en tout cas est touchée par une cyberattaque, il y a des chances que les attaquants reviennent sur les systèmes parce qu'ils n'ont pas été assez bien sécurisés parfois. Donc, il y a tout ce travail de réflexion à avoir, toujours en bonne coordination entre les équipes plutôt techniques et les équipes stratégiques, puisque c'est également l'équipe stratégique, en tout cas le volet stratégique, qui va avoir finalement prendre ses décisions pour ici, par exemple, dans ce cas, reconstruire ce fameux cœur de confiance pour que les activités puissent se dérouler et que l'ensemble de l'écosystème également ait confiance dans l'entreprise, l'organisation qui a pu être victime d'une cyberattaque. Voilà donc pour l'ensemble des fiches pratiques. Encore une fois, je vous invite à aller sur le site de l'ANSSI puisque le guide vient d'être publié. Vous pourrez donc les dérouler et prendre le temps de regarder l'ensemble de ces fiches. En tout cas, pour ce guide également, ce qui est intéressant, c'est que ces fiches, on a voulu qu'elles soient assez facilement actionnables. Et donc, c'est des fiches qui sont finalement assez courtes, qui vous proposent tout d'abord une mise en contexte dans le chapeau, pour bien comprendre quels sont les enjeux de ces actions qu'on vous propose. Il y a également plusieurs objectifs qui sont à traiter dans les fiches, avec, encore une fois, vous l'avez vu, une particularité, c'est le fait qu'elle soit décomposée entre plutôt volet stratégique et volet cyber IT, qu'on appelle dans le guide. Et puis donc une fois que ces objectifs sont déroulés, il y a bien entendu une série d'actions qui sont proposées. Et bien entendu, ces fameux témoignages de bénéficiaires pour illustrer le contenu, ou alors également le compléter sur certains points qu'on a considérés comme clés. Donc, en tout cas, vous avez par exemple ici sur la slide un aperçu de cette fiche. On a essayé de les rendre pratiques et esthétiques également. On a sur certaines fiches également fait apparaître des schémas pour que aussi des personnes qui ne sont pas forcément, par exemple, des experts de la gestion de crise puissent un peu mieux comprendre les enjeux. Par exemple, pour l'organisation d'un dispositif, vous le verrez, il y a un schéma qui est proposé. Donc, encore une fois, c'est pour que on a vraiment voulu que ce guide soit qui puisse être pris en main facilement et pourquoi pas détacher sa fiche le jour de la crise et puis bien entendu l'avoir sous les yeux pour que on voit qu'on n'ait rien oublié, en tout cas qu'on puisse être accompagné assez facilement. Également, ce guide de 80 pages, à la fin, il propose des contenus annexes qui vont permettre de consolider votre démarche de préparation. Il y a par exemple dans l'annexe 1 une boîte à outils des outils qu'on peut utiliser en gestion de crise cyber. Donc, par exemple, réfléchir. Alors, c'est encore une fois non exhaustif et on sait que chaque organisation doit s'adapter et peut s'adapter selon ses spécificités, ses enjeux, ses coûts, ses risques. Et donc, en tout cas, on vous propose ici des listes pour au moins avoir ces éléments en tête. Il y a également un récapitulatif des fiches qui est proposé en annexe, mais aussi un glossaire, puisque ce guide doit également parler à la fois au volet stratégique et opérationnel. Et le fait d'utiliser, par exemple, des termes techniques, de temps en temps, on a voulu présenter un glossaire avec ces termes pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle de ce côté. Également, à la fin, vous trouvez des références avec l'ensemble des guides qui ont pu être produits par l'ANSSI sur le sujet de la gestion des incidents, également des contenus de partenaires pour que vous alliez, vous aussi, une fois la lecture de ce guide faite, pouvoir piocher dans différents autres contenus, puisque, encore une fois, on aurait voulu vous proposer un ensemble peut-être beaucoup plus détaillé, mais c'est un guide qui aurait fait alors 400 pages, et donc on vous invite à aller voir d'autres références pour continuer votre travail de préparation et également de réaction. Pour rappel, et ça a été plusieurs fois dit, mais ce guide, finalement, c'est un peu notre guide chapeau de la collection gestion de crise cyber, avec notre guide qui est publié aujourd'hui, et dans cette collection, il y a également le fameux guide d'exercice qui a été publié déjà l'année dernière, auquel vous pouvez toujours vous référencer. D'ailleurs, dans le guide, on en parle, puisque dans notre guide de gestion de crise, puisqu'on vous invite également à continuer les exercices, par exemple, pour se préparer. Donc, je vous invite à aller jeter un œil sur notre ancien guide et bien entendu sur le guide de communication de crise
donc, qui va sortir très prochainement, qui a été donc produit par, en tout cas, notamment nos collègues de la communication, et qui vous donnera aussi des clés spécifiques sur l'enjeu de la communication de crise, qui est aujourd'hui un enjeu très important. Voilà pour donc cette présentation rapide. Encore une fois, je vous invite à aller télécharger le guide. Et puis nous espérons en tout cas pouvoir aussi vous le distribuer prochainement de manière donc, en physique, lorsque la situation également sanitaire nous le permettra. Merci à tous et puis bonne fin de webinaire. Je pense qu'on va enchaîner avec un temps de questions-réponses. Merci Célia. Effectivement, la dernière phase de ce webinaire, c'est la session de questions-réponses. On a sélectionné les questions qui revenaient le plus dans l'onglet questions et puis on a essayé de les synthétiser, de les regrouper, qu'on avait plusieurs sur la même thématique. On va commencer par la première question qu'on va adresser à Thomas. Nous avons eu plusieurs questions sur la reconstruction, notamment sur le choix de reconstruire plutôt que de restaurer. Pourquoi ce choix est-il fait? Comment être certain que la reconstruction sera meilleure que le système d'information original? Bonne question. Alors, je peux très bien partager parce que c'était un des premiers principes que j'ai poussé au tout début de la crise. On ne redémarre rien, tout est sous scellé et il faut reconstruire le système d'information. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous ne savez rien et je suis assez convaincu que la paranoïa fait partie des soft skills du RSSI et donc il faut s'attendre à tout. On ne savait pas si les hackers avaient compromis nos systèmes en profondeur, mis des backdoors un peu partout. Est-ce qu'ils avaient même compromis les masters, les images des masters qu'on avait sur le réseau, histoire que si jamais on reconstruit en plus, on ait des backdoors qui s'installent. Donc on a même recréé des masters au tout début. Et c'est ce que je disais pendant la table ronde, c'est que les investigations forensiques sont capitales, sont primordiales dans ce cas-là. C'est justement ces investigations qui nous ont montré que finalement la compromission n'était pas si profonde que ça sur certains systèmes. Et très rapidement, nous avons abandonné l'idée de reconstruire le SI, parce que sinon on était parti pour des mois complets d'interruption et on faisait mourir la boîte, tout simplement. Hein. Le monde SI qui m'a dit il va falloir faire autre chose, sinon c'est la boîte qui crève. Donc on a pris des risques mesurés en se disant sur ces systèmes-là, on n'a pas de traces de compromission, on peut remonter le système, on peut restaurer. Alors on a fait un contrôle sécurité avec renforcement de la sécurité, modification, nettoyage, etc. Mais on restaurait les systèmes. On a même sur certains systèmes, sur certaines bases de données, sur certains environnements, remonté la sauvegarde de la veille du 29. Parce qu'il n'y avait pas de traces de compromission, parce que les hackers n'avaient pas ciblé ces systèmes-là, et donc c'est vraiment adapté. Donc au début, on est parti sur une reconstruction parce qu'on ne sait rien et on a peur de tout, et au fur et à mesure de vos investigations, eh bien, on sait que ce système-là est encore sain, on peut le réutiliser, on peut le redémarrer. D'autres systèmes, eux, ont été compromis et ont été reconstruits de A à Z. Merci Thomas. La deuxième question pour Mathieu sera sur les futures orientations vis-à-vis de ce guide gestion de crise, et notamment, est-il prévu de le décliner en formation? Ah, on a perdu Mathieu. C'est bon, je suis de retour, désolé. Cette publication, la publication de ce guide et des 3 guides d'ailleurs, et qui complètent notre collection, sont au début d'une aventure. On envisage aussi de mettre à disposition des outils plus opérationnels sur étagère qui pourront être utilisés par les organisations. Il y a eu plusieurs questions d'ailleurs sur quels sont les critères d'activation des dispositifs de gestion de crise, sur les indicateurs qui pourront être utilisés. Sont d'autant d'outils qu'on pourra venir faire compléter notre collection à l'image de ce qu'on a fait déjà avec le chronogramme qu'on a mis à disposition dans le guide exercice. Malheureusement, les 80 pages ne nous permettaient pas de tout adresser, comme je le disais à plusieurs reprises pendant mes interventions. Et donc, on fera des suivis qui viendront compléter un peu notre dispositif. Sur la formation, oui, c'est une bonne idée, c'est chose auquel on envisage aussi. On ne sait pas encore dans quel support, on ne sait pas encore comment on l'adressera, mais il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui existent autour de la gestion de crise d'origine cyber, enfin, de la gestion de crise tout court et en particulier aussi sur le cyber. Et donc, on réfléchit également à créer un tout cohérent avec nos publications et ces formations. Merci Mathieu. Et la troisième question sera à destination de Nasser.
Quelles sont vos recommandations concernant la gestion des communications pendant la crise, notamment quels canaux de communication privilégier pour communiquer quand la situation de crise rend indisponibles les infrastructures et les moyens de communication habituels de l'entreprise? Des moyens de communication, on n'a pas, en tous les cas en interne, on n'a pas dans les premières heures, on n'a plus de mail, on n'a plus de téléphonie interne, on a des problématiques d'accès à nos annuaires puisque les annuaires ne sont pas disponibles, donc on n'a pas les numéros de tout le monde, donc c'est compliqué. Hein, là, j'aurais du mal à donner, pour le coup, des recommandations. Je pense que il faut constituer, dans tous les cas, des annuaires, des portées externes qui nous permettent d'avoir l'accès en mode plan blanc dans les hôpitaux à des listes de diffusion de numéros de téléphone de l'ensemble des chefs de service, des cadres de santé, de l'équipe de direction, de façon ensuite à trouver le bon outil. Moi, je ne ferai pas de pub pour un outil ou un autre. Nous, sur le coup, on a utilisé WhatsApp parce qu'on n'avait rien d'autre. On n'avait pas prévu cette communication de crise interne. On aurait pu, j'ai vu passer des noms de différents logiciels type Chat et autres, oui, effectivement, mais ça, on ne l'avait pas prévu. Et ça, pour le coup, dans notre gestion de crise, dans les modes dégradés, on n'avait pas prévu un tel chaos et la possibilité de communiquer. Donc, c'est difficile d'en tirer une leçon, mais à part de dire qu'on sera meilleur la prochaine fois et peut-être qu'on aura le bon outil sécurisé qui permettra de créer ces annuaires. Ensuite, sur la communication en interne, dans les premières minutes, quand tout est dans le blackout, on fait passer on fait du tract. On a une bonne directrice de la com qui nous dit il faut tracter. Tracter avec du papier, on trouve une imprimante, un PC qui est safe, et puis en local, et puis on crée des tracts et on fait de la communication par tract auprès des utilisateurs du SI pour expliquer ce qui nous arrive, parce qu'on n'a pas d'autres moyens de com pour l'instant, puisqu'on n'a plus rien du tout. Ensuite, l'autre élément en termes de communication qui est important, c'est que notre directrice de la com, qui a géré l'intégralité de la communication, et je le remercie parce que c'était très très compliqué, en lien avec la cellule de crise, la décision est prise de communiquer vers l'extérieur, vers la presse, pour expliquer ce qui arrive à l'hôpital Nord-Ouest. Et ça, c'est une vraie décision à la fois difficile, mais assumée. On la prend parce qu'on sent qu'on est aussi outillé pour faire face. Et donc, elle prend cette décision-là. Et puis, moi, en tant que DSI, le directeur des services numériques, j'apprends en marchant parce que pour le coup, la sollicitation de la presse au quotidien, des médias en continu qui sont présents sur site dans les premiers jours, des sollicitations au quotidien, c'est très, très, très compliqué à gérer. Et sans une bonne gestion de la crise par une bonne directrice de la com, on n'y serait pas arrivé. Moi, j'ai même eu un moment, à la fin de la première semaine, après avoir dormi que quelques minutes, je n'ai même pas quelques heures pendant une semaine, je lui ai dit stop, enfin moi j'en peux plus, trouver une autre solution, moi je réponds plus ni à la presse, ni à personne, ni à France Inter, ni à qui que ce soit. C'était compliqué, hein. On est dans un état de stress, on est dans un état de fatigue, et on nous demande toutes les 5 minutes de répondre à une... Et ça, il faut le prévoir et pas négliger cette gestion-là. Donc en interne, demain, je pense qu'on aura, on ne l'a pas encore, hein, demain on aura un outil de com. Et on y travaille complètement externalisé qui nous permettra, via des listes de diffusion, des listes de gestion de plans blancs et de crise, de pouvoir communiquer et envoyer des messages de façon sécurisée à l'ensemble des acteurs. Et ensuite, vers l'extérieur, mis à part avoir une bonne directrice de la com qui gère bien ces sujets-là et qui est capable de faire le filtre des différentes demandes, de différentes sollicitations, je ne vois pas trop comment faire, et puis prendre son meilleur sourire même quand on est fatigué, et puis expliquer de façon transparente ce qui nous arrive, sans langue de bois, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses, les choses doivent être comprises, et si on souhaite que les choses soient comprises par l'ensemble déjà dans un premier temps de la population du territoire, parce que c'est 334 000 habitants, c'est être transparent sur ce qui nous arrive, la durée, quel impact sur les soins, sur l'ensemble des patients qui sont aujourd'hui pris en charge, s'il y a une urgence, comment doivent faire les patients, où est-ce qu'ils doivent s'adresser, vers quel établissement ils doivent se retourner. Donc c'est tout ça, et voilà, donc c'est un des éléments qui doit être en tous les cas intégré dans vos PRA, PCA, c'est avoir une bonne directrice de la com et gérer la communication avec elle en lien avec la cellule de crise.
Merci Nasser. Thomas, vous aviez quelques éléments de complément de réponse à apporter, je crois. Oui, je ne vais pas trop paraphraser parce que tout ce qui a été dit est très pertinent dans ce qu'on a aussi mis en place. Effectivement, nous, on a embarqué l'équipe de communication, la communication interne-externe dans la cellule de crise, des cellules de crise opérationnelle, pour qu'ils soient là avec nous, pour essayer de comprendre, parce que bon, on est entre techniciens, donc on a un peu du jargon qui peut être obscur pour les non-initiés, mais être tout de suite là-dedans pour sentir la crise et effectivement, pareil, faire ce filtre avec toutes les sollicitations extérieures, parce que quand vous reconstruisez, oui, on dort très très peu. Les journées sont très longues au bureau. Et donc, du coup, malheureusement, on n'a pas le temps. On aimerait répondre à toutes ces sollicitations, rassurer l'écosystème, nos parties prenantes, mais on n'a pas le temps. On a ici à reconstruire et ça prend du temps. Et donc, du coup, les équipes de com sont primordiales. Ça a déjà été dit et redit, mais effectivement, les embarquer dès le début, dès les premières minutes, pour qu'elles comprennent la mesure, l'étendue des dégâts et qu'elles puissent communiquer avec les bons mots et les bons impacts autour de cette crise. Merci Thomas. Nous arrivons maintenant au bout de notre webinaire. Il y a eu beaucoup de questions et on vous en remercie. Malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à toutes. On souhaite, au nom de l'ANSSI et des différents intervenants, vous remercier pour toutes vos participations. On était quasiment 1100 connectés au projet. Et je vais laisser la main à Mathieu pour le mot de la fin. Mathieu. Merci Vincent. Alors, comme vous avez pu le constater, notre ambition dans ce guide est bien de répondre de façon pragmatique et réaliste aux problématiques rencontrées en crise d'origine cyber. Je ne peux que remercier les organisations qui nous ont aidés dans sa construction et en particulier le CDSE qui a été d'une très grande aide dans la phase de construction et de relecture. Et bien évidemment, une version anglaise sera disponible très prochainement. On a privilégié de sortir rapidement une version française et la version anglaise suivra dans les prochaines semaines. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes et qu'il vous sera utile pour vos réflexions respectives. Je ne peux que conseiller les différentes équipes qui interviennent dans une crise à lire ce guide, en particulier pour comprendre les attentes et les contraintes des autres équipes pour être parfaitement alignées, afin d'aider à créer le point de convergence entre les équipes. Il convient néanmoins de ne pas le sortir uniquement en cas de crise, mais de l'utiliser pour construire son dispositif en amont. Il en sera que plus efficace quand il y aura besoin de l'activer. En tout état de cause, la meilleure façon pour savoir si vous êtes prêt, c'est d'appliquer ce guide et de vous tester en vous donnant notre guide sur l'organisation d'exercices de crise. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Célia, Nasser et Thomas et à Vincent pour la participation à ce webinaire. Je vous souhaite tous une très bonne journée et une bonne semaine.